travail auquel je suis particulièrement intéressé, je dois dire. Baptiste. Très bien. Bonjour à tous. Je suis Baptiste Brumand, comme François l'a dit. Donc ce travail, c'est la reconstruction 3D d'un polyèdre convexe à partir de ces silhouettes. C'est un travail que j'ai réalisé au sein de l'équipe Préva de l'IRIT avec Lilian Calvé, Jean Mélou et Jean-Denis Duroux. Donc ce travail de reconstruction 3D, il se sépare en 3 étapes. Une adaptation du shape-from silhouette, un travail de mise en correspondance, puis un paradigme de reconstruction 3D à la fin. Donc un peu de contexte en premier. Donc ce travail, il s'inscrit dans la reconstruction 3D des insectes qui sont piégés dans l'ambre. C'est un projet qui nous vient, comme François l'a dit, de l'Université de Copenhague. C'est pour ça qu'il est très intéressé. Et donc en fait, ces espèces qui sont piégées dans l'ambre, nous viennent d'époques très anciennes. Et le seul moyen de les étudier, c'est en tout cas la modélisation 3D de l'ambre, de l'insecte à l'intérieur de l'ambre, est très utile pour les entomologistes et pour les spécialistes de l'évolution. Et donc, nous, on propose d'utiliser des techniques de reconstruction 3D photographique qui sont assez simples, peu coûteuses, et qui ne vont pas détruire l'ambre ou l'insecte, parce que si on ouvrait l'ambre, ça détruirait l'insecte à l'intérieur, il tomberait en poussière. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Si on utilise des méthodes classiques de reconstruction 3D, comme la stéréoscopie multivue, ou le multiview stéréo, MVS, c'est plus souvent connu comme cela, en fait, on a un cas d'échec où le milieu transparent va faire échouer la technique. Et donc, comme vous pouvez le voir à droite, la reconstruction n'est pas convaincante. Donc l'année dernière, Matthew Cassidy et ses collaborateurs ont élaboré une technique qui prend en compte la réfraction pour la technique du MVS. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la droite, la sauterelle est reconstruite sous un modèle éparse. Et cependant, pour faire cela, il a besoin de connaître la géométrie du milieu transparent et de connaître les poses de la caméra. Pour estimer ces poses et cette géométrie, il utilise des mires qui sont posées sur chaque face du milieu transparent. Et cette technique, elle est un peu longue et fastidieuse si on a envie d'utiliser un grand nombre de vues pour avoir un modèle précis et complet. Et donc, nous, on propose d'automatiser cette partie, de reconstruire la géométrie du milieu transparent et les poses de la caméra, d'une manière automatisée. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'adaptation du shape-from silhouette que nous avons faite. Donc, on fait le choix de travailler sur les silhouettes du polyèdre, ce qui nous permet d'éviter les problèmes liés à la réfraction. Une hypothèse qui est importante pour nous, c'est de considérer que le milieu transparent est un polyèdre convexe, ce qui donne de facto une silhouette qui est convexe. Ce ne serait pas le cas si le polyèdre était concave. Il y aurait des sommets qui ne correspondent pas à des sommets du polyèdre. Ensuite, on prend une autre hypothèse qui est inspirée des travaux de Hernandez et Schmidt, où en fait on place notre polyèdre, là ici opaque, mais étant donné qu'on utilise les silhouettes, ça n'a pas vraiment d'importance, où on le place sur une table tournante, et donc on va contraindre le mouvement de l'objet dans la scène de façon à ce que les sommets aient des trajectoires circulaires lors de la rotation. Donc là vous avez sur l'image de gauche un exemple le dispositif qu'on a utilisé pour les travaux sur données réelles, et à droite un exemple d'acquisition via la caméra statique. Donc maintenant je vais vous présenter la solution proposée, étape par étape. Donc là on a une vue
avec donc le polyèdre et on prend le masque binaire, la silhouette. Avec un algorithme de détection d'arête, on extrait les sommets de ce polygone, pardon, et on joue la séquence lors de toute la rotation et on voit apparaître un nuage de points. Donc je ne sais pas si vous voyez bien le rouge sur le noir. C'est peut-être pas la meilleure couleur. Mais bon, voilà. Donc en fait, une fois qu'on a fait toute la rotation, on enlève le masque et on a un nuage de points, qui sont les sommets, donc des silhouettes dans chaque vue. Donc maintenant, pour aller vers la reconstruction 3D, on passe par une étape de mise en correspondance. En effet, comme je vous l'ai expliqué, le mouvement sur la rotation grâce à la table tournante, on a un mouvement de rotation qui induit que les sommets vont suivre des trajectoires circulaires. Et en fait, ces trajectoires circulaires, dans l'image, on les retrouve à travers ces ellipses, qui sont des images, donc des cercles 3D parallèles. L'intérêt notre première étape, c'est de retrouver ces ellipses dans ce nuage de points. Donc, la première étape, ça va être de rechercher toutes les ellipses dans cet ensemble-là. Donc, on construit toutes les ellipses à partir de 3 points. Enfin, on prend 3 points, pardon, on construit une ellipse et on va lui attribuer un score en fonction du nombre de points qui sont proches de cette ellipse-là. Donc là, par exemple, on va faire le calcul et on en affiche quelques-unes. Et comme vous pouvez voir, on a certaines ellipses qui sont bonnes, comme les ellipses en bas et en haut, mais il y a aussi des ellipses qui sont erronées, qui passent à la fois par des points en haut et en bas. Et ce n'est pas des ellipses qu'on veut garder. Aussi, vous pouvez voir qu'il y a des ellipses il y a 2 ellipses pour les deux petites ellipses en bas et en haut qui ne sont pas détectées. Et donc, il faut faire encore un travail pour les retrouver. Donc là, maintenant, on va utiliser une théorie de la géométrie projective qui dit que si on considère 2 ellipses qui sont parallèles et qui appartiennent à cette famille d'ellipses qu'on veut retrouver, on peut calculer une transformation, une homographie, qui va rectifier ces ellipses-là en cercle. Et donc, on va tester toutes les paires d'ellipses dans cet ensemble-là d'ellipses qui ont été retrouvées par la première étape. Et donc, si on prend par exemple ces 2 ellipses-là en rouge, donc là, comme vous pouvez le voir, celle d'en bas appartient bien à la famille, mais celle-là, elle est fausse. Et bien la rectification, elle donne bien donc, ces 2 ellipses-là en cercle, mais les autres ellipses bleues, ce ne sont pas des cercles. Donc ce n'est pas une bonne rectification. Ici, par contre, on prend une bonne paire d'ellipses. Et là, on peut voir sur la droite que donc les 2 ellipses rouges sont bien rectifiées en cercle, mais aussi certaines ellipses bleues, qui étaient bien les ellipses qu'on voulait retrouver. Et donc là, en fait, on va compter le nombre d'ellipses qui sont bien rectifiées en cercle, et c'est ça qui va déterminer si on a une bonne rectification ou pas. Une fois qu'on a trouvé la bonne rectification, on garde uniquement le nuage de points, et maintenant, on va chercher les cercles dans ce nuage de points. Et donc, on obtient ces cercles-là, où chaque couleur correspond à un cercle. Donc bon, il y a des répétitions de couleurs, mais c'est vraiment des classes distinctes. Et donc là, les croix rouges sont des croix qui signifient que les points ne sont pas appariés, en fait. On considère qu'ils appartiennent à aucune classe parce qu'ils ne sont pas assez cohérents ou pas assez précis. Et les croix noires sont les points qui appartiennent à 2 classes, et donc on les considère ambigus, et donc on ne les utilise pas pour la reconstruction 3D. Donc maintenant, on a résolu le problème, on a retrouvé les cercles qui correspondent à des ellipses dans la représentation initiale. Et maintenant qu'on a les ellipses, on a en fait les appariements des points. Donc le travail de mise en correspondance est terminé. Et maintenant, on peut passer à la partie reconstruction 3D. Donc on a, à partir de la mise en correspondance des points, on peut reconstruire les sommets du polyèdre.
Et étant donné qu'on a l'hypothèse convexe, on peut calculer l'enveloppe convexe de ce nuage de points 3D et reconstruire les faces du polyèdre. Aussi, grâce à cette mise en correspondance, on peut estimer les poses de la caméra dans toutes les vues et donc les avoir aussi. On a évalué ce travail-là sur des données de synthèse et des données réelles. Donc pour les données de synthèse, on a à peu près 138 000 jeux de données avec plusieurs types de polyèdres, avec un nombre de sommets différents, du bruit sur les mesures différents, les poses aussi changent, les poses de référence, oui, le nombre de vues aussi qui varie. Et donc en fait, on va calculer une erreur de reconstruction des points 3D par rapport à la vérité terrain des données de synthèse. Et donc on affiche cette erreur-là, par exemple en fonction de l'écart type du bruit sur les mesures. Et on voit qu'elle croît, ce qui est logique. Et pareil, en fonction du nombre de vues, on est de plus en plus contraint et donc la précision augmente. Pour les données, oui, pardon, juste petite précision, ici on est parti du principe qu'on connaissait déjà la mise en correspondance des points. On évalue uniquement la partie de la reconstruction 3D, la précision de la reconstruction 3D. Maintenant, on a fait une évaluation qualitative sur données réelles. Donc, on a créé plusieurs polyèdres à plusieurs sommets et on les a placés sur la table tournante que je vous ai présentée plus tôt. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, pour le tétraèdre, donc le tétraèdre, c'est le polyèdre minimal à 4 sommets, ou une pyramide à base carrée, on a des bonnes mises en correspondance, on retrouve bien les ellipses, et on a des bonnes reconstructions 3D de la géométrie. Et des poses aussi, mais ce n'est pas affiché. Pour 2 pavés droits aussi, on a des bons résultats. On retrouve bien les ellipses et la reconstruction 3D. On a cependant un cas d'échec. Donc en fait, on a pris un pavé droit et on a collé dessus une pyramide à base rectangulaire qui correspondait au pavé droit pour avoir un polyèdre à 9 sommets. Et en fait, la mise en correspondance échoue. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une ellipse jaune qui est en fait totalement désaxée par rapport aux autres et qui correspond vraiment à une ellipse erronée. Et donc forcément, la reconstruction 3D échoue aussi. La précision des sommets n'est pas bonne et il manque un sommet même. Donc maintenant, je vais pouvoir conclure par rapport à ce travail. Donc on a mis en place une méthode de mise en correspondance qui est adaptée au milieu transparent et qui nous permet de nous sortir de la réfraction, des problèmes liés à la réfraction. On a adapté le shape from silhouette pour reconstruire des polyèdres convexes de tout type. Aussi, détail assez important, c'est qu'on peut estimer les poses de la caméra sans la technique du structure from motion, qui est souvent la technique utilisée en reconstruction 3D photographique pour retrouver les poses. Et en fait, là, on a à la fois la partie estimation des poses et de la géométrie tout en un. Et donc voilà, et après cette méthode, elle a été évaluée de manière qualitative pour la mise en correspondance sur les données réelles et quantitative pour la reconstruction 3D sur les données de synthèse. Quelques perspectives. Donc on voudrait faire une évaluation quantitative de la mise en correspondance. C'est un peu manquant. Et ensuite, on voudrait améliorer la technique pour éviter les cas d'échec, comme j'ai pu vous les montrer. Et enfin, reconstruire le pipeline complet, à savoir avoir le bloc de résine, ou le milieu transparent, reconstruire le polyèdre ainsi que les poses de la caméra. Et une fois qu'on a ça, on peut utiliser le réfractive multiview stéréo de Matthew Cassidy pour reconstruire l'insecte qui est coincé, piégé à l'intérieur du subpolyèdre. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions.
Des questions? Oui. Bonjour. Merci pour ta présentation. Merci. J'ai pas bien compris comment t'identifier, avec quelle méthode t'identifies les cercles. Ici, Ouais, exactement. là, comme ça. Alors en fait, on refait une recherche exhaustive à partir de 3 points. Ok. Là, ici, du coup, c'est pratique parce qu'un cercle, en fait, on peut l'estimer à partir de 3 points, alors qu'une ellipse, il y avait un peu des travail à faire. Enfin, voilà. Et donc là, on va rechercher un grand nombre de cercles. Et en fait, en triant, déjà, c'est beaucoup plus pratique de par la répartition des points. On va plus retrouver de cercles, alors que quand on a des ellipses, c'est un peu rasant. Et donc, on ne va pas forcément toutes les retrouver. Là, déjà, on va toutes les retrouver. Enfin, tous les cercles, on va les retrouver. Et ensuite, par un travail de tri, quand on a des points en commun entre les ellipses, on trie et on arrive en fait assez facilement à retrouver les ellipses qui nous intéressent, les cercles qui nous intéressent. Pardon. Oui. Une autre question ici. Et, ouais, justement, par rapport au fait de passer d'ellipse à des cercles, il y a un truc qui m'échappe, je pense. Si tu connais la position de la caméra, Je la connais pas. d'accord. Justement, en fait, la pose de la caméra, c'est ça, c'est en gros la position de la caméra et son orientation, ce qu'elle regarde. Okay. Et donc ça, c'est le tout qu'on fait. On a des images et on retrouve la pose de la caméra, qui est sous forme de matrice, et les positions des sommets. C'est ce que tu disais dans la conclusion. Ouais. Oui. J'ai une question. Là, on voit que donc, sur les cercles, il manque des points. C'est parce que du coup, on a le côté qui est caché. Ouais. Et on ne peut pas utiliser ça pour reconstruire le polyèdre. En fait, donc là, on est contraint par le fait qu'on utilise des silhouettes. Si on n'utilisait pas de silhouettes, il faudrait trouver un moyen de pointer les sommets qui passent à l'avant, en fait. Et là, ils vont être cachés par le masque, par la silhouette. Donc en fait, là, par cette méthode-là, on est un peu obligé d'avoir des parties des ellipses qui sont cachées. Mais visiblement, pour l'instant, ça marche bien. Là, il y avait là-bas au fond. Merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut envisager d'utiliser cette technique avec des polyèdres à beaucoup de faces, par exemple 20 faces, 100 faces? Justement, je pense que c'est un peu un problème. À cause du cas d'échec. Ouais, le cas d'échec, c'est que en fait, plus on a de sommets, et plus ils vont être cachés justement à cause du problème des silhouettes. En fait, il va y avoir un petit recouvrement de l'ellipse par ces points-là. On va aller voir dans peu d'images. Et donc, pour retrouver l'ellipse à partir de peu de points de cette ellipse-là, ça pose problème. Après, dans les cas de l'expérience, j'imagine qu'on ne ferait pas des blocs d'ambre de 20 sommets. Ça n'aurait pas vraiment de... Donc, j'imagine que ça ne poserait pas trop de problèmes. Mais... Ouais. Une par ici d'abord, je crois. Oui, bonjour. Je voulais savoir si ça aurait du sens d'apporter peut-être plusieurs caméras pour confirmer peut-être des espaces. Pardon, j'ai pas entendu. Je voulais savoir si ça aurait du sens d'apporter plusieurs caméras éventuellement pour apporter de l'information régulièrement sur des parties. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, avec plusieurs angles de vue, Oui. ouais, ça pourrait regrouper après regrouper les données pour être plus robuste dans l'estimation des cercles et des ellipses. Et... Oui, ça pourrait être une idée, oui. Une dernière question? Ouais, merci. Merci pour ta présentation. Justement, pour ce cas concret que tu nous as présenté qui ne fonctionne pas, est-ce que tu as essayé de placer l'objet autrement, en fait, le coucher sur une autre face et voir si ça avait un impact sur... Non, c'est vrai qu'on l'a pas essayé. Après, on pourrait. Ouais, par exemple, la pyramide, on pourrait la mettre vers le haut. On verrait plus souvent le point saillant de la partie pyramide rouge, là. Ça pourrait être une idée. Ouais. Ça regroupe l'idée d'utiliser des caméras à des positions différentes aussi sur la table. Oui. Par rapport à la table. Et là, Robin, très vite. Dans l'hypothèse de la table tournante, donc, tu pourrais aussi prendre en compte que tes images, tu sais qu'elles sont successives, donc tu pourrais avoir des informations sur la relation entre tes points d'une image à l'autre, parce que ça peut t'aider sur la détection des ellipses. Ouais, bien sûr, on pourrait. C'est encore un travail assez préliminaire, je pense. Et oui, on pourrait prendre en compte le mouvement a priori de la table, on le connaît en fait. Et donc,
déjà faire un travail d'appariement dès la rotation, ou en tout cas un travail d'estimation d'ellipses pendant la rotation pour connaître, pour retrouver les ellipses. Je pense que ce serait possible, oui. Baptiste, merci encore. Merci. Et nous allons passer à l'orateur suivant.